Nous, on va parler d'une petite fille. Je vous le disais tout à l'heure, elle s'appelle Kira et elle a 11 ans. Elle a parlé au président russe. Elle l'a interpellé en fait sur la place Rouge. Je vous montre les images dans une seconde. Le temps pour moi de saluer Thomas Misraki. Merci d'être avec nous. Je suis ravie de vous retrouver, mon cher Thomas, sur ce plateau. À vos côtés, Vincent Crouzet, qui est toujours expert en renseignement et toujours écrivain. Et toujours là. Et toujours là. Mais Vincent, il est multitâche, donc il est là pour tous les sujets. Mais c'est voilà, votre expertise est évidemment très passionnante et indispensable surtout. Et puis François Chauvency. Bonjour à vous, mon cher François. Vous êtes consultant géopolitique et vous êtes également le bienvenu. Et vous allez avoir l'arrivée en live de Nathalie Schrin, qui est franco-ukrainienne, qui est française d'origine ukrainienne plus exactement, qui est membre de 4 associations. Merci beaucoup, Nathalie, et soyez la bienvenue. Regardez donc cette image, je vous le disais, de cette petite fille qui dit beaucoup de la perception de la guerre en Russie et peut-être un peu d'une certaine solitude, peut-être, de Vladimir Poutine. Ça se passe donc hier sur la place Rouge. Mon oncle est actuellement au front, il est blessé au bras. Il était à l'hôpital, il ne le soignait pas et maintenant il l'envoie en mission. Et j'aimerais qu'il soit transféré dans un bon hôpital en Russie. Nous allons le retrouver, d'accord ? Anton Fesrouya. Nous allons certainement le retrouver. Merci d'avoir pensé à lui. Voilà, une séquence qui est assez étonnante. Alors, est-ce qu'elle est spontanée ou pas? C'est évidemment toute la question. Je voudrais préciser que Kira, qui a donc 11 ans, a une petite sœur qui s'appelle Anastasia, qui a 7 ans. Elles ont toutes les deux perdu leur papa, qui est tombé l'année dernière au front dans la région de Donetsk. Thomas, selon vous, elle dit quoi, cette séquence? A priori, il est quand même rarement pris à partie, Vladimir Poutine, hein. Oui, après vous le voyez, il y a autour de Vladimir Poutine les principaux responsables religieux de Russie. Ça se passe à proximité du Kremlin. Il y a des caméras de télévision. Impossible de savoir, évidemment. Je ne le sais pas, vous ne le savez pas non plus si cette séquence est organisée ou si elle ne l'est pas. Oui, bien sûr. Je note 2 choses. D'abord que dans sa communication, le Kremlin est relativement strict et ne fait jamais les choses au hasard ou pratiquement jamais. Donc on peut penser que tout ça est quand même relativement organisé d'une manière ou d'une autre. Je note aussi que cette séquence ressort à la télévision alors qu'il y a quelques jours, Vladimir Poutine a promulgué une nouvelle loi qui ressemble fortement à une sorte de mobilisation forcée. Elle concerne les réservistes qui sont normalement appelés à faire des tâches subalternes et qui vont être appelés à subir ou faire des entraînements plus spécifiques qui ressembleraient à ce que les soldats font sur le front. Donc certains en Russie disent ça va permettre à Vladimir Poutine d'utiliser ses réservistes pour les mettre sur le front. Voilà ce qu'on peut noter de manière très factuelle. Mais alors, si effectivement, ce qui paraît assez probable, cette séquence n'est pas totalement spontanée, pourquoi, Nathalie Schrin ? Qui ne sait pas en Russie comment les soldats sont traités, et ce depuis très 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 longtemps. Donc j'ai évidemment moi aussi beaucoup de réserves sur la spontanéité de la petite Kira, bien qu'elle dénonce quand même quelque chose, mais c'est toujours ça de gagner. Oui, parce qu'elle dit quand même, elle dit pas que je voudrais que mon oncle rentre, elle dit personne s'occupe de lui à l'hôpital. Personne ne s'occupe de lui, mais ça c'est un peu, c'est ce que je dirais encore une fois, c'est que les soldats de tout temps et mes cousins qui ont fait l'Afghanistan et toutes les guerres de l'Union soviétique, c'était déjà comme ça. Donc je pense que Vladimir Poutine va évidemment manipuler tout ça, même si ça avait été vrai, même si c'est vrai, même si, etc. Il va mélanger tout ça, il va mentir, il va ou dire des demi-vérités, etc. Et il va tourner ça à son avantage, comme d'habitude. Oui, parce que c'est aussi la question qu'on peut se poser. Peut-être, François, dites-moi ce que vous en pensez. Ça veut dire aussi que tout remonte au chef, qu'il est le père de la nation, que c'est lui qui peut régler les problèmes. Quand il dit « t'inquiète pas, on va le faire revenir », il va falloir qu'il le fasse revenir et qu'il filme le retour de cet homme, et que, etc., non ? C'est le petit père des peuples. Ouais, c'est ça. On l'a dit à une autre époque pour quelqu'un d'autre. Hein. Donc on a bien cette séquence. Enfin, c'est une séquence... Alors c'est vrai... On aura du mal à croire qu'elle n'a pas été au minimum organisée. D'un autre côté, vu le système de sécurité qui tourne autour de Vladimir Poutine, on peut quand même se poser la question comment quelqu'un a pu s'infiltrer dans le dispositif à proximité du président. Voilà. Bon, d'un autre côté, et là je rejoins ce qui vient d'être dit, il y a un vrai sujet qui est abordé, c'est celui du traitement des soldats blessés russes. Ça, c'est une réalité. On le sait depuis 3 ans et demi à 4 ans, depuis le début de cette guerre, qu'au début, le soutien sanitaire était extrêmement déficient du côté russe. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de témoignages de l'État
sanitaire, du soutien sanitaire au combat. Ça prouve que ça s'est amélioré, mais a priori ça ne suffit pas, parce que cette gamine qui arrive près de Vladimir Poutine est capable de s'exprimer, de dire voilà, j'ai mon oncle qui est blessé, qui repart au combat. Quand même, c'est pas innocent. Et puis surtout, elle dénonce finalement le mauvais système sanitaire en place en Russie. Donc bien oui, Poutine est obligé de dire quelque chose, mais voilà. Alors moi, je pense que c'est certainement spontané du côté de la petite fille. Maintenant que c'est bien organisé et bien récupéré comme il faut par Vladimir Poutine, c'est de bonne guerre. Et puis finalement, on met le doigt quand même sur un problème important. Et on ne peut pas s'imaginer que Vladimir Poutine ne sache pas que ces soldats ne sont pas toujours bien traités en tant que blessés. Non, et s'ils veulent continuer la guerre longtemps, il faut qu'il fasse quelque chose. Qu'il le sache et qu'il s'en préoccupe, c'est deux choses différentes quand même. Parce que, tiens, c'est une question, Vincent, peut-être faire revenir cet homme pourrait montrer son côté humain, etc., et je me préoccupe. Ou est-ce qu'il s'en fiche complètement? Certains disent, certains observateurs disent que tout ce qu'il veut, Vladimir Poutine, c'est écrire sa légende, quel qu'en soit le prix, et même si ça doit lui coûter 1 million d'hommes, en gros. Oui, bon, ça fait partie, c'est une séquence qui fait partie un petit peu de la légende qu'il souhaite imprimer. Vous vous souvenez, Bénédicte, la semaine dernière, on a commenté une image qui était celle de Poutine prenant la main d'un soldat dans un hôpital militaire. Ça nous avait énormément surpris, sachant qu'il répugne à tout contact physique, contact avec quiconque d'autre. Et on a un peu l'impression d'être dans la même séquence. Maintenant, il faut se souvenir que la chute de l'URSS avait été provoqué par un mouvement de fond qui était celui de la colère des mères de soldats soviétiques tués ou blessés gravement en Afghanistan, qui avait ébranlé l'armée rouge en profondeur et qui avait vraiment provoqué, accéléré la chute de l'URSS. Il a peur de ça, Vladimir Poutine. On sait que pour lui, c'est un... Il a peur de cette éventuelle séquence, de cet éventuel mouvement de grogne au sein de la population. Et il y a des choses visibles qui vont se voir, les amputés. Les amputés, ça va commencer à se voir dans les rues, les cimetières se voient. Les cimetières. Débordent. Chaque famille a perdu un membre proche ou moins proche. Donc petit à petit, bien tout ça infuse dans la société russe. Là où on peut rejoindre la petite Kira, c'est que les assauts se poursuivent évidemment, toujours plus violents. Il y a une ville dont on parle énormément en ce moment, c'est la ville de Pokrovsk, que Vladimir Poutine veut a priori décrocher à tout prix. Gwendoline de Bono, vous êtes avec Vincent Wartner en Ukraine justement. La réalité du terrain, c'est ça, c'est qu'il veut Pokrovsk, quel qu'en soit le prix. Oui, tout à fait. C'est un prix élevé parce qu'on estime aujourd'hui qu'entre 600 et 700 soldats russes sont mis hors de combat quotidiennement à Pokrovsk sur une année de combat dans cette ville. Pour cette agglomération, l'Ukraine estime que 200 000 soldats russes ont été tués ou blessés. Et aujourd'hui, pour finir de s'emparer de cette agglomération, ce sont 30 000 soldats russes qui sont en train de pousser et d'être à l'offensive. Ce sont donc des chiffres qui sont vertigineux, mais ce sont des chiffres qui sont cohérents. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie peut se permettre de perdre autant d'hommes. Et c'est ce qui sape, pour être très honnête, le moral parfois des officiers ici qui ont le sentiment que les ressources russes sont inépuisables, là où l'Ukraine manque de réserves. Et au bout d'un moment, c'est vrai, on le voit, la masse fait son effet. Et ça, c'est ce que nous disait un commandant, alors que la Russie n'a même pas encore fait de seconde campagne de mobilisation comme en 2022. Et oui, pas encore, malgré cette loi dont nous parlait Thomas à l'instant. Merci beaucoup Gwen, merci beaucoup à Vincent également. Soyez prudents, bien sûr. Vous connaissez par cœur ce terrain-là, Thomas aussi. On va peut-être voir une carte pour bien situer Pokrovsk par rapport à Kiev. Si Pokrovsk tombe, il se passe quoi ? C'est une autoroute jusqu'à plusieurs grandes villes, dont Dnipro, qui se trouve sur cette carte au niveau du Dniepr. Donc c'est ce fleuve qui traverse l'Ukraine. Il faut savoir que Pokrovsk, c'est une ville qui est entièrement plate. Derrière, c'est plat aussi. Ce sont que des champs à perte de vue. Il y a une autoroute qui va tout droit vers l'ouest. Et donc, autour de ces autoroutes, il y a quelques petits villages autour desquels il y a... moi, la dernière fois que je me suis rendu sur place dans cette région-là, et à Pokrovsk en l'occurrence, c'était il y a 11 mois, on commençait
ont commencé à faire des tranchées côté ukrainien. Voilà. Il faut bien se rendre compte qu'on parle de très grandes étendues. Et donc, si Pokrovsk tombe, il y a deux choses. D'abord, on est entre à peu près 25 km de la frontière de la région, donc 25 km de la frontière entre Donetsk et Dnipropetrovsk. Donc l'objectif de Poutine, c'est d'aller jusqu'à cette frontière-là, officiellement, c'est son objectif affiché, et qu'il y a très peu de résistance dans ces 25 km. Il y a de la résistance, il y a des tranchées, les Ukrainiens se sont organisés, il y a des dents de dragon, des fils barbelés, etc., etc. Mais c'est pas le terrain le plus compliqué. Ce qui complique la vie des soldats russes, ce sont les villes. Voilà, parce que c'est des îlots de résistance, et c'est le débat qu'il y a en ce moment en Ukraine, un débat qui est alimenté par certains militaires qui sont toujours dans cette ville et avec qui on est en contact, qui nous disent qu'il aurait mieux valu se servir de cette ville comme vraiment point d'appui, ce qui n'a pas été fait comme ça aurait dû être fait, et que maintenant c'est un peu trop tard et que la situation est compliquée. Oui, d'où effectivement l'extrême importance de cette bataille de Pokrovsk qui dure depuis des mois, hein, on est d'accord, général. On sait que la bataille en milieu urbain est toujours plus compliquée, effectivement, ce que nous disait Thomas. S'il veut Pokrovsk, c'est pour concrètement, géographiquement, si j'ose dire, aller jusqu'à la frontière de Donetsk, ou c'est pour montrer, notamment à Donald Trump, qu'il continue à dérouler? Cette deuxième hypothèse, je n'y crois absolument pas. Ah oui? Parce que d'abord, je pense que Donald Trump n'en a rien à faire. Ouais. Donc, ça ne lui apportera rien. En revanche, que gagner sur le terrain du côté russe, c'est important parce que, d'abord, ce serait une vraie bataille qu'il aurait gagnée. Ensuite, surtout, ça fragilise l'ensemble de la ligne de défense ukrainienne sur les 200, 300, 400 km qui vont jusqu'à Kupiansk, parce que Kupiansk, c'est la même situation. Au centre, c'est la même situation. Et qu'aujourd'hui aussi, moi, ce que je vois avec tout ce que je lis sur la question, c'est que d'abord, des brigades ukrainiennes sont quand même presque complètement encerclées, complètement à l'est de Pokrovsk, que Pokrovsk, quand même, les Russes ont atteint les lisières nord de la ville, et que le corridor d'exfiltration des brigades, c'est en gros 2 à 3 km de largeur, ce qui veut dire que tous ceux qui partiront seront sous le feu ennemi. Et donc aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on peut regretter que le choix de la bataille à tout prix a été fait, c'est que les brigades qui sont là-bas, à mon avis, sont presque sacrifiées, parce que je ne vois pas comment elles pourraient s'en sortir à date d'aujourd'hui si les Russes continuent à mener la pression qu'ils font aujourd'hui. D'ailleurs, les chiffres qui viennent d'être évoqués, n'oublions pas qu'il y a une bataille des chiffres. Il y a 15 jours, c'était 11 000 Russes autour de Pokrovsk. Non, Zelensky après, on est passé à 70 000. 170 000 Russes, ça c'est Zelensky qui l'a dit il y a 4 jours. Alors, probablement, ce sont des chiffres qui ont été gonflés, parce que voilà, chacun, hein, c'est de bonne guerre, c'est de la propagande des deux côtés. Mais en tout cas, il y a une pression monumentale. On sait aussi, nous on était à Konstantinivka il y a un peu plus d'un mois, on sait aussi que les unités de Konstantinivka, enfin les unités russes qui étaient autour de Konstantinivka, qui est une autre ville assiégée, plus petite que Pokrovsk, ont été déplacées vers le sud et vers cette région de Pokrovsk. Les Russes veulent en finir avec cette région. Voilà, une fois que Pokrovsk tombe, il reste Konstantinivka derrière, Kramatorsk, et c'est terminé. Enfin, je veux dire, après c'est un boulevard. Et après, très concrètement aussi, Vincent, il y a aussi le fait que, je le disais tout à l'heure, mais en fait ça fait des mois qu'elle dure cette bataille de Pokrovsk, et qu'à un moment, il a besoin quand même, Vladimir Poutine, si on se place de son point de vue, de pouvoir effectivement annoncer une victoire, ne serait-ce que pour l'annonce elle-même. Enfin, je veux dire, ça commence à devenir sérieux pour lui. Oui, 15 mois, la bataille n'est pas terminée. C'est long. La bataille n'est pas terminée. Apparemment, un général russe aurait été limogé pour diffusion de fausses nouvelles à son état-major concernant Pokrovsk la semaine dernière. Il avait dit quoi ? Il avait annoncé de trop bonnes nouvelles à Gerasimov et au président Poutine, qui avait été répercuté d'ailleurs aux Américains, faussement aux Américains. Donc ce qui n'est pas le cas. Ce qui est alors la situation de Pokrovsk, elle est telle quelle, parce que aussi c'est la tactique d'Alexander Syrski, donc le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, qui est partisan plutôt de repli tactique progressif, plutôt qu'une retraite organisée, massive des forces ukrainiennes de la ville, sachant que dans ce repli progressif, il y a renforcement des défenses à l'arrière, et puis aussi essayer de maintenir le plus longtemps possible un point de fixation occupant les forces russes. C'est assez important. Maintenant, pour la bouteille à moitié pleine côté ukrainien, il y a tout de même le renforcement par les unités des forces spéciales du SBU et du GUR depuis maintenant quelques jours, qui sont plus spécialisées donc en combat en milieu restreint, qui peuvent permettre quand même
des progrès ukrainiens en ville, et notamment la reprise de l'hôtel de ville il y a 48 heures.